BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Benahouda, bonjour. Bonjour. Benahouda, on démarre avec Washington qui surestime la faiblesse de la Chine. Oui, c'est Si le survivant, le titre, une publication, on parle très classique Foreign Affairs, mais qui est vraiment à contre-courant d'une thèse de plus en plus majoritaire aux États-Unis. Christopher Johnson, qui est le président d'un cabinet de conseil à Washington, le China Strategies Group, il a précédemment travaillé, entre autres, comme analyste principal à la CIA sur les dynamiques économiques de la Chine, et il entend démontrer ici que Xi Jinping parvient en fait à maîtriser les intentions de ses adversaires aussi bien en dehors qu'à l'intérieur de son pays. Nombre d'analystes occidentaux, nous dit-il, jugent que différentes décisions du président chinois ces dernières années mènent son pays à la ruine et mettent en péril la sécurité internationale. L'auteur américain estime, lui, que la dure vérité, je cite, c'est qu'il est trop tôt pour porter des jugements aussi définitifs, qu'il s'agisse de sa manœuvre risquée, très risquée pour désendetter le secteur financier national, ou bien son affirmation d'un modèle de développement économique qui serait unique à la Chine. Soutenir d'ores et déjà que sa doctrine de modernisation à la chinoise est vouée à l'échec serait donc à tout le moins prématurée. Et l'analyste n'adhère pas en fait non plus au récit sommaire, tout à fait sommaire à ses yeux, d'une nouvelle guerre froide, parce qu'elle occulte que l'approche de Xi Jinping place les organes de sécurité sous un contrôle civil plus strict. C'est le civil qui est au-dessus du militaire, contrairement à l'idée qu'on se ferait. Xi Jinping, par son obsession, je cite, de la domination du Parti communiste, joint ainsi de nouveaux arrangements institutionnels à son pouvoir brut. Christopher Johnson explique aussi comment ce président, contrairement à ses deux prédécesseurs, Hu Jintao et Jiang Zemin, conduit la plupart de ses grands paris en contrant de puissants groupes d'intérêts internes. Comment? Alors, en jouant les uns contre les autres, les bureaucraties et les possibles centres de pouvoir rivaux. Mais selon lui, le risque pour le pouvoir central est que maintenant germent des fiefs autonomes. Vous nous racontez, Benahouda, ensuite un travail qui mesure la guerre technologique États-Unis-Chine et ses effets sur l'Europe. Alors le mois dernier, à l'adresse des Européens qui se plaignent, et c'est peut-être passé inaperçu, un conseiller principal de Joe Biden a lancé que les États-Unis ne s'excuseront pas du fait que l'argent du contribuable américain doive aller à l'investissement et à l'emploi américain. Autrement dit, circuler, il n'y a rien à voir. Une déclaration qui a le mérite de rappeler aux pays européens, si besoin est, qu'ils ne représentent que des paramètres tout à fait annexes dans la guerre technologique que se livrent les deux plus grandes économies mondiales. Dans ce travail, Enrique Feas, qui est chercheur à l'Institut Royal Elcano de Madrid, analyse à quel point, d'après lui, les incitations massives américaines et chinoises, sous forme de subventions et d'avantages fiscaux, déséquilibrent dangereusement le jeu pour l'Union européenne. L'auteur traite d'abord en détail le combat sino-américain titanesque dans les semi-conducteurs et dans sa dizaine de chaînes de valeur qu'il donne un découpage très instructif. Pour Enrique Feas, l'origine du conflit a deux causes reliées, économiques et politiques. Tout partirait dans cette lecture du plan Made in China 2025 qui avait été présenté en mai 2015 à Pékin, qui vise à ce que la Chine s'oriente vers la production de biens à forte valeur, intensité technologique. On a ensuite une synthèse très précise de l'engrenage de mesures américaines de contre-offensive sous les administrations Obama puis l'administration Trump. Il relie les deux et jusqu'à parvenir aux législations majeures actuelles de la présidence Biden sur les subventions vertes et sur les puces. Le souci pour l'UE, c'est d'une part qu'elle ne serait aucunement préparée à cet aboutissement d'un processus américain et qu'il semble que ces États membres n'aient pas le courage, je cite, d'assumer la nécessité d'un plan dynamique de financement conjoint. Pour l'auteur, il est l'heure maintenant de courir le risque et de simplifier les règles, la bureaucratie européenne, sinon une dépendance stratégique s'annonce pour des décennies. Direction le Nigeria pour terminer, Benahouda. La croissance économique a-t-elle réduit la pauvreté? Une analyse critique. Alors, Bola Tinubu, qui est le candidat du parti au pouvoir, a été déclaré le 1er mars vainqueur de la présidentielle. Le Nigeria, premier produit intérieur brut d'Afrique, devrait devenir le troisième pays le plus peuplé au monde dans un quart de siècle seulement, avec une multitude d'interrogations quant à son avenir. Trois économistes de la capitale nigériane, une du Centre d'études des économies africaines et deux de l'Université d'Abuja, ont travaillé sur les 2 dernières décennies
décennies d'une croissance économique significative, voire très significative, avec en dehors de la place centrale des hydrocarbures, d'extraordinaires succès nigérians que nous avons déjà pu aborder ici sur notre antenne, dans l'industrie des matériaux ou encore dans les technologies de l'information. Pourtant, aussi bien les taux de pauvreté que les niveaux d'inégalité sont restés élevés. La dégradation s'est même accélérée. 53% des personnes au Nigeria vivent sous le seuil de pauvreté, à 1,90 $ par jour, et à une vitesse plus rapide encore dans les zones rurales. Christine Olasode et ses collègues décortiquent ici les raisons de cette quasi-absence de transmission entre croissance et richesse. La notion de PIB par habitant, nous explique-t-il, apparaît pratiquement vidée de sens. La création de postes de travail formels n'a que très peu suivi. Et les auteurs préconisent une diversification de l'économie impulsée par l'État fédéral, un investissement massif dans les services publics et une politique structurée d'aide sociale. Le président élu Tinubu, qui appelle ses deux concurrents malheureux à faire équipe ensemble, aura donc très vite à se prononcer sur ce très vaste programme pour le quart de siècle qui arrive. Passionnant. Merci beaucoup, Benahouda. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.